Hey, Defecator, on défake sur les fakes. Alors cette semaine, on a une vidéo double, on a deux champions d'un coup. Depuis que Thomas Pesquet est parti dans l'ISS, on reparle pas mal de la station spatiale. Donc d'abord, il pose des photos de la Terre, qui sont magnifiques, ça c'est, faut aller faire un tour dans ses galeries, on va trouver des choses assez extraordinaires. Et voilà, si on veut faire une recherche sur ISS, parce que le sujet est passionnant, on va très vite tomber sur des vidéos un peu bizarres, qui vont nous expliquer que l'ISS n'existe pas, ou qu'elle est vide. Alors vous allez voir là, par exemple cette vidéo, les bizarreries de la station spatiale, donc c'est une vieille connaissance, Rox Ahuker du magazine Top Secret, c'est celui qui avait essayé de nous convaincre que les photos de la Terre sont truquées, et comme d'habitude, là voilà, dès qu'on a cliqué sur une vidéo de ce genre, on a ouvert la boîte de Pandore, donc l'algorithme il nous en propose plein d'autres dans le genre, c'est ça qui est dangereux, si on commence à rentrer là-dedans, on va plus voir que ça, et je pense que l'enfermement dans ce genre de croyances, ça peut déjà venir de là. Bref. Si on essaie de regarder d'ailleurs dans Google, il y a plein de suggestions de recherche qui sortent avec Exist, ça montre bien que ça tracasse quand même des gens cette histoire, dans toutes les langues en plus. Alors c'est là qu'on va trouver notre deuxième champion, Evrard, l'auteur de cette vidéo là, voilà. Alors lui c'est encore une grosse pointure. Bonjour, cette série de vidéos explique pourquoi est-ce que la station spatiale n'existe pas. Les mensonges les plus flagrants sont exposés et donnent des pistes de recherche pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Alors donc, les spécialistes, les experts, les chercheurs de vérité se sont dit mais l'ISS fonctionne sous pressurisation, avec de l'oxygène, etc. Ça ressemble à un sous-marin. Mais la question qui se pose, c'est les sous-marins, ils ont besoin de remonter à la surface. Au bout de 3 mois maximum, vous avez le sous-marin qui vient renouveler son oxygène, etc., remettre la pression qu'il convient, etc., parce qu'il y a toujours une perte. Ouais, alors on va regarder un petit truc, mais continue Rock, je lance en fond pendant que tu parles. Quand vous respirez, vous dégagez du CO2. Donc comment vous éliminez ce CO2 ? Alors évidemment il y a des filtres, il y a des moyens d'évacuer, mais à chaque fois que vous évacuez ces gaz, comment ensuite vous remettez l'oxygène ? Respecter le bon dosage, parce que la moindre erreur de dosage, c'est la mort assurée pour les membres de l'équipage. Et à chaque fois que vous évacuez ces gaz, vous perdez en pression. Comment se fait-il que ce sous-marin, qui est l'ISS, continue de fonctionner au bout de 15 ans sans avoir eu besoin de, entre guillemets, refaire surface? Parce que c'est pas comme un sous-marin. On peut le ravitailler, il y a régulièrement des cargos, là celui qu'on voit c'est l'ATV, c'est un vaisseau européen, et ces cargos entre autres ils ramènent de l'oxygène et de l'air, et on va aller voir là tout au fond à l'intérieur, il y a les valves qui vont permettre d'injecter cet oxygène dans l'atmosphère de la station. C'est une procédure qui est faite régulièrement. Et évidemment, un sous-marin, lui, il peut pas être ravitaillé, donc c'est différent. Puis dans un sous-marin, les gens, ils ont besoin de retourner à terre aussi. Ils ont pas de capsule pour faire la navette. Enfin, c'est pas pareil. Et bien sûr, la composition de l'atmosphère et la pression, ils la contrôlent en permanence. All the hatches, we see this kind of sensors. So these sense the pressure. If there is a pressure loss somewhere, there will be an airflow, and this airflow will be registered. And this way, we can see on the computers where the leak probably is. So everywhere we see these valves for closing the system, controlling the pressure. We see emergency equipment. Il y a même des procédures de contrôle d'étanchéité où on va dépressuriser à vide toute une portion de la station pour vérifier que les joints ne fuient pas. Donc ça, vous avez l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti qui en a parlé sur son blog, je vous ai mis le lien. L'autre question fondamentale, c'est l'absence, si vous regardez les vidéos des visites des membres de l'ISS, vous allez voir que il n'y a pas de sas entre les différents modules, le module russe, le module européen, etc. Il n'y a pas de sas. Le chercheur de vérité, t'as pas dû aller chercher bien loin, parce que ça quand même... Voilà, un exemple de ça sur cette photo. Il y a une porte étanche sur chaque module, évidemment. Donc là, celle qu'on voit, c'est le modèle américain qui est développé avec Boeing, sur un cargo japonais en approche. Du coup, à la jonction entre deux modules, il y a une porte interne et une porte externe. Et quand un cargo s'en va, on ferme la porte. C'est bien que c'est étanche. Bref, du coup, puisque t'as pas l'air hyper au point sur les sas, je te propose un petit jeu. On va prendre une vidéo d'un astronaute qui fait un tour guidé de la station. Où qu'il est le sas. Là, il y en a un. Vas-y, continue ton baratin, Rock, pendant ce temps, nous on joue. On nous dit qu'il y a des milliers et des milliers de débris qui tournent autour de la Terre, qui viennent percuter la Terre, etc.
Imaginez-vous qu'il y ait un débris d'un centimètre qui heurte l'ISS et qui perfore la paroi. S'il n'y a aucun sas de sécurité, comme dans un sous-marin c'est le cas, aucun sas de sécurité, c'est alors toute la station Ça, c'est le modèle russe, qui va ceux-là, ils sont être détruite et tous les membres qui n'ont aucune chance de s'en sortir. Ce sont des questions, des anomalies qui posent de sérieux problèmes quant à la réalité de l'existence de l'ISS et le fait qu'elle soit habitée. Non, mais le chercheur de vérité, il a trouvé une vérité sans chercher, alors... Fake. Argument suivant. On voit un engin qui s'appelle l'ISS qui tourne autour de la Terre, on l'aperçoit, on le voit à l'œil nu avec des télescopes, des caméras, etc. On peut le filmer. Mais ça ne veut pas dire que ce truc qui tourne autour de la Terre soit réellement habité. C'est un doute, ça, c'est pas une preuve. Alors, Évrard. Il suffit juste d'un peu de bon sens pour comprendre que tout ceci n'est qu'un mensonge. Qu'est-ce qui prouve que ce point qui se déplace dans le ciel est une station spatiale avec plusieurs astronautes à bord? Ce n'est en fait qu'un ballon argenté en orbite à 400 km au-dessus de la Terre, avec quelques panneaux solaires, quelques caméras filmant la Terre et des émetteurs-récepteurs radio. Mais pas un seul astronaute, bien sûr. Bien sûr, mais what the fuck? Alors, juste quelques rappels, hein. La stratosphère, c'est 50 km, le record d'altitude pour un ballon, c'est 53, au-dessus, il n'y a plus d'air pour les porter, hein. Là, Évrard, tu vas chercher où ta vérité? Là, ça me rappelle l'autre qui nous racontait que les satellites sont sous des ballons. Allez voir la vidéo, c'est assez drôle, quoi. Allez, next. Il y a encore un autre gros nœud dans l'histoire de l'ISS qui pose vraiment un problème. Et là, ce sont les militaires qui l'expliquent. Ils expliquent que dans un sous-marin, dans un vaisseau de guerre, il y a un des secteurs, un des services qui est le plus important, que ce soit au niveau du personnel ou au niveau espace, c'est l'atelier. Ah oui, ben voilà. Tous ces bâtiments-là ont un atelier avec des machines-outils. C'est indispensable. Ah bon, et un forgeron aussi, pourquoi c'est indispensable? Parce qu'on sait bien que c'est pas en amenant depuis la Terre des boulons, des parties de tôle, etc., qu'on va tomber du premier coup sur le bon écrou qui va bien se caler dans la pièce qu'il faut, et tout ça avec la plus extrême étanchéité, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre du millionième de millimètre. Ouais, super, donc maintenant il y a des imprimantes 3D, hein, et la NASA en a fait fonctionner dans l'espace, et quant au boulon, au matériel, tout est documenté, c'est comme chez Ikea, la moindre opération de maintenance, il y a des procédures, il y a des listes de matériel, on découvre pas au dernier moment qu'il va manquer un écrou de 12, quoi. Donc les boulons c'est pareil, c'est pas n'importe quel boulon, il y a même des procédures de qualification pour les fabricants, quand une pièce foire on essaye d'analyser pourquoi, enfin bref on n'a pas besoin de... Machine-outil. Or, dans l'ISS, avec la moindre étincelle, c'est un danger parce qu'il y a tous ces gaz. Il y a tous ces gaz, l'azote, etc., la fabrication d'oxygène avec de l'hydrogène, etc. Enfin, tout ça est extrêmement dangereux. Et une machine-outil fait toujours des étincelles quand elle travaille. Rock, je crois que tu fais une petite fixette là sur cette machine-outil. Bon, regarde, je vais faire une expérience très dangereuse parce que dans mon environnement, autour de moi, là, il y a des gaz, il y a de l'azote, 80%, il y a de l'oxygène. Et ben, je vais quand même faire une petite étincelle. Et on va voir, il va se produire sans doute une grosse explosion. Ah ben non, voilà, il s'est rien passé. La station spatiale, c'est pareil, hein. Voilà, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, il y a de l'air, quoi. Voilà, c'est pas d'explosion. Alors, je ne dis pas, on évite quand même toute combustion dans la station spatiale, parce que, bon, bah, il y a eu des expériences déjà, et les flammes se mettent en petites boules, donc c'est assez complexe à maîtriser. Mais là aussi, hein, il y a des équipements, il y a des procédures pour l'incendie, et ce qui est surtout dangereux d'ailleurs, c'est la fumée en atmosphère confinée. Bref, du coup, comme tu m'as l'air de tourner un peu en boucle avec ton sous-marin là et tes machines-outils, on va repasser sur la vidéo de Évrard. Les astronautes ne peuvent pas se laver ni prendre de douche, car l'eau ne coule pas en apesanteur. Elle reste collée au corps. Mais ils doivent se laver en entier avec des serviettes humides tous les jours pendant plusieurs mois, plus d'1 an pour certains. Sachant qu'en plus, ils transpirent, puisque chaque jour, ils doivent pratiquer une activité sportive pour ne pas perdre de masse musculaire. Ils doivent sentir bon après 6 mois passés dans la station spatiale à se laver ainsi. Les astronautes se lavent aussi les cheveux avec un shampoing sans rinçage, puis ils s'essuient avec une serviette.
Imaginez les femmes astronautes qui ont de longs cheveux dans la station spatiale. Dans quel état seront-ils après plusieurs mois de ce traitement? Est-ce qu'ils auront cet aspect-là bien sec, bien propre, ou plutôt cet aspect-là? C'est un argument, ça? Qu'est-ce que... Bon, Évrard, je sais pas trop de quoi te répondre, là, au niveau des cheveux gras. Mais j'ai bien compris que pour toi, l'hygiène capillaire, c'est quelque chose d'important pour être crédible. Alors, voilà. Mais j'arrive, hein. On va reprendre. Bon, enfin, en même temps, Évrard, si tu me permets ce jeu de mots bas de gamme, j'ai l'impression que c'est quand même bien tiré par les cheveux, tout ce que tu racontes, là. Parce que, voilà ce que tu nous expliques dans une autre vidéo. Regardez la chevelure de Cady Coleman. Ça vous paraît pas étrange? On dirait que ses cheveux sont fixés avec de la laque ou avec du gel. Si on compare avec un vol en apesanteur, qui lui est bien réel, un jeune qui avec une flèche, ses cheveux, ressemblant un peu à ceux de Cady Coleman, se déplacent tout à fait librement en apesanteur. Rien à voir avec la chevelure de Cady Coleman. Une autre astronaute, Sunita Williams, pareil, on a l'impression qu'elle a les cheveux fixés avec de la laque ou avec du gel, ou alors qui sont sales. Ou alors qui sont sales. Ou alors qui sont sales. Il y a que moi que ça te choque, Certains là? diront que les arguments sont pas assez scientifiques, ou qu'on n'a pas les connaissances pour tout appréhender. Mais il n'y a pas besoin de grandes connaissances. Mais il y a besoin d'un peu d'honnêteté intellectuelle, quand même. Parce que si tu sais que les astronautes ont les cheveux sales à cause du shampoing sans rinçage, et que tu le dis dans une vidéo, tu vas pas faire semblant de t'en étonner dans une autre vidéo. Évrard, je te donne une dernière chance, mais sors-nous un bon argument, là, et un que Rock a pas déjà sorti, si possible. Voici donc le conteneur d'excréments dans lequel les petits sacs d'excréments des astronautes sont aspirés. Remarquez sa dimension. 6 astronautes qui font leurs besoins tous les jours, ça doit vite se remplir. Et lorsque ce conteneur est plein, les astronautes l'amènent dans un vaisseau cargo qui l'évacuera dans l'espace. Et il se consumera dans l'atmosphère terrestre. Mais concrètement, comment cela se passe? Comment le conteneur d'excréments est-il stocké dans le vaisseau cargo? Puis concrètement, comment est-ce qu'il est évacué de la station? Mécaniquement, on va dire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune vidéo montrant les astronautes en train d'effectuer cette tâche? Et comment croire qu'un stock de dizaines de sacs d'excréments fermés à la main ne dégage aucune odeur? Ouais, Évrard, là, je t'avoue, je suis un peu inquiet parce que ce besoin de voir des vidanges de toilettes, c'est un peu scatophile quand même. Bon, après, je me dis, peut-être c'est un besoin vraiment d'avoir systématiquement des preuves concrètes. Moi, ce que je peux te montrer, si ça peut te rassurer sur ma pertinence, c'est mon propre système de vidange. Moi, c'est une chasse d'eau, hein, tout simplement. J'utilise voilà, une brosse à chiottes, tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis là aussi, moi j'aime bien si on utilise des petites boules de l'espace pour désinfecter, odoriser tout ça. Après, voilà, sur la station spatiale, il n'y a pas cette vidéo, mais en même temps, tu as trouvé la vidéo où l'astronaute explique comment il installe le container. C'est assez simple d'imaginer que ensuite il l'enlève et il le met dans le cargo. Voilà, on peut le voir là, il y a des documents qui attestent que le KTO, c'est le nom du container, c'est un consommable. Donc ils en reçoivent plusieurs, voilà, à chaque mission, et puis après ils le jettent, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage dans des sacs plastiques dans la station. J'ose espérer que c'est pas de la mauvaise foi, que tu fais pas semblant de ne pas avoir compris ce que tu as lu ou ce que tu as entendu, mais c'est extrêmement simple. Les containers sont stockés dans le cargo et ensuite ils sont brûlés dans l'atmosphère. C'est fait des étoiles filantes de caca. Voilà. Bon là, Évrard, j'avoue, tu m'as un peu gonflé, donc on va retourner chez Rock, parce que quand même, chez lui, ça vole un peu plus haut. On nous montre ces vidéos souvent en direct. On va se rendre compte qu'en réalité, ces vidéos sont coupées, sont scénarisées, sont mises en scène. Comment expliquer ces images de ces membres d'équipage en apesanteur? Alors, il y a deux façons de le faire. Vous avez les avions 0G. C'est-à-dire que ces avions permettent de simuler une apesanteur. Donc on peut très bien, avec un habile montage, en fait, filmer dans un décor d'ISS des membres d'équipage étant en apesanteur, avec derrière un fond vert où on va montrer des images, même des vidéos
simulant une profondeur de l'ISS. Ouais, alors la pesanteur dans un vol 0G, ça dure 20 secondes, hein, pas plus. Donc du coup, ça peut pas marcher pour faire toutes ces visites guidées de la station là. Je vous ai mis des liens sur tout ça. La deuxième, on l'a déjà vu en accéléré pour le jeu des SAS, alors on va jeter un œil sur la troisième. Donc on a un astronaute, là c'est Kuiper, c'est un Européen, il flotte, il se déplace, il nous fait visiter toute la station. On le passe en accéléré là, hein, mais on a des plans séquences qui durent plus d'1 quart d'heure, où la caméra ne se coupe pas, donc c'est pas la peine de parler d'un habile montage. Hein. Pareil pour les autres vidéos, c'est pas possible de faire ça sur un vol de 20 secondes en 0G. Et en plus vous avez vu où il s'est déplacé dans la station avec le point rouge, c'est pas tout en ligne droite, il s'est déplacé en 3 dimensions, il a pris des virages à gauche, en bas là. Voilà, donc les dimensions de la station, elles sont connues. Si on essaye de la superposer à l'échelle sur un avion, on voit bien que ça dépasse de partout et qu'il faudrait beaucoup d'extensions à l'extérieur de l'avion pour arriver à reproduire tous les modules qu'on a visités. Donc le petit schéma simpliste du départ, là, ça marche pas, c'est du fake. Next. Et alors il y a l'avion 0G pour ça, et puis il y a une autre technique, c'est tout simplement les câbles. C'est-à-dire vous avez des membres d'équipage qui sont suspendus à des câbles et qui sont derrière un fond vert et qui peuvent faire toutes les acrobaties qu'ils veulent en apesanteur. Bah déjà lui, s'il avait un câble en bas du dos, je vois pas comment ça pourrait servir pour le soulever, mais bon. Donc tout ça aussi c'est du fake, hein. On va aller reprendre la vidéo de Sonita Williams, là pour changer, il y a des moments où elle croise d'autres astronautes, là voilà. Elle passe par-dessus, donc s'ils étaient pendus à des câbles, forcément dans un espace aussi serré, ça s'en mêlerait. Là elle a passé un virage. Donc comment ça marche alors s'il est tenu par des câbles? Il passe le virage aussi les câbles? Et à travers des écoutilles, à travers des passages étroits, là, les câbles ils restent tendus, comment ça marche? C'est pas crédible une seconde quoi. Et voilà, un mot à rajouter? Les astronautes sont suspendus par des câbles. Ouais. Ici, une scène du film Gravity avec Sandra Bullock. Et si le cinéma arrive à obtenir de tels effets d'une telle qualité, pourquoi est-ce que la NASA, qui dispose de budget de plusieurs milliards de dollars, ne ferait pas la même chose? Parce qu'elle fait des lives déjà, et puis des vidéos, elle en sort très souvent, alors que pour faire Gravity, Alfonso Cuarón, il l'explique en interview, il a fallu des années. La post-production d'un film pareil, c'est un travail très long, quoi. Les astronautes sont filmés en studio devant un écran vert, puis avec un traitement informatique, l'écran vert est remplacé par des images que l'on insère. Sur cette image, l'astronaute Julie Payette. Sur cette image, l'astronaute Julie Payette. C'est du foutage de gueule, là. Les câbles, ils sont même pas attachés au plafond. La main, elle est même pas détourée comme il faut. C'est tiré d'une vidéo. Il y a une trame au niveau du coude. Là, c'est clairement une image qu'il a fabriquée de lui-même. Si ça, c'est pas de la manipulation, et c'est ça le chercheur de vérité, mais tu l'as trouvé où, là, la vérité, là, au fond d'un 4TO ou quoi? Fake, là, fake! Encore une fois, il y a suffisamment d'anomalies pour prouver que tout ceci est un mensonge. Et ça, c'est du mensonge, et même assez honteux, ouais. Bon, voilà, on va s'arrêter là, hein. Ça nous fait une belle collection, il n'y a pas un seul argument qui se tient hein, dans tout ce qu'on a vu, donc je repense à tous ces types là qui sont venus me pourrir les commentaires avec Rock par-ci, Rock par-là, et Rock il est éloquent, et Rock il a bossé sur le sujet, c'est ça les mecs, bien vu, bah. Continuez à le suivre comme des moutons, et ce mec il vous enfume, c'est pas tout de parler avec beaucoup d'assurance, avec un petit sourire en coin, genre je sais tout là, ce mec il sait rien du tout, il raconte que des conneries, et je vais vous dire, ce qui me révolte le plus c'est ceux qui l'écoutent quoi. Il le croit sur parole, et il nous a fallu quoi pour aller vérifier? Il nous a fallu un quart d'heure, 3 clics, et c'était fait, quoi. Mais voilà, surtout, il fallait rallumer un peu sa cervelle, hein. C'est ça le plus difficile, quoi. Bref, ça me chauffe, là. Donc, voilà, fait commettre, ça va être vite vu, crédibilité zéro, et qu'on vienne pas me dire, oui, mais t'as déféqué qu'un quart d'heure, et leurs vidéos, elles font 1h30, parce que bon, on a trouvé aucune preuve convaincante sur un quart d'heure, hein. Mais on en trouvera pas plus sur 1h30, hein. 6 fois 0, ça fait toujours 0. Et s'ils avaient des arguments de qualité, c'est pas obligé de faire dans la quantité. Donc popularité, on va mettre 4. C'est une moyenne entre Rock et Ivrard qui fait très peu de vues. Et franchement, même ce qu'il a comme peu de vues, il le mérite pas. Respectabilité 0. Et voilà. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Et le meilleur pour la fin, Rock Sahuker, il a complètement craqué. À force de se mettre dans la tête que c'était facile de simuler des vidéos en apesanteur, il a fait ça. Bonjour, Rock Sahuker en direct de l'ISS où la NASA m'a invité pour me prouver que j'avais tort. Eh bien, je tiens à dire que l'ISS existe. Donc il gigote de manière relativement ridicule, hein. On ne sait pas si c'est du premier degré ou du troisième degré. À vrai dire, on a du mal à comprendre s'il se fout de la NASA, de lui-même ou des gens qui l'écoutent. Mais à mon avis, il prend des risques parce que là, il y a trop de degrés par rapport au nombre de neurones des gens qui le suivent. Hein. Et à mon avis, il va en perdre en route, quoi. Bref. Je me suis trompé. En tout cas, je jure que j'ai pas fait ça pour de l'argent. J'ai fait beaucoup de mal à l'humanité. Bref, tout ce que ça prouve, à mon avis, c'est que faire des SFX réalistes, c'est pas si facile. La Terre hein. est bien ronde. Plus de doute. Je le jure, il n'y a aucun trucage. Et jouer juste et être drôle non plus, quoi.
Bref, si le jour est venu de mettre les cons en orbite, il y en a qui n'ont pas fini de tourner, hein, comme on dit, et pour Évrard, moi je propose qu'on l'envoie en ballon. Hein, ça, il se rendra vite compte de sa douleur. Les bactéries doivent proliférer. Lorsqu'ils sont malades, comment se passe l'expulsion en apesanteur des gaz et autres matières liquides ou sur Terre, cela a tendance à barbouiller la cuvette des WC, mais en apesanteur. Voilà, au moins comme ça, il sera aux premières loges pour surveiller la descente des KTO. Allez, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.